Et on va parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Elle est de plus en plus présente dans notre vie. Ce n'est que le début. Et comme tout progrès, cela suscite enthousiasme, bien sûr, mais également de grandes craintes. Nous sommes en ligne avec Antoine Brignon, qui est étudiant en deuxième année de médecine à Paris 11, Paris-Saclay, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Nous sommes également en ligne avec Laurent Servoni, qui est directeur... Olivier Zettler, Laurent, et on n'a pas encore réussi à le joindre, justement. Mais Olivier Zettler, cofondateur de Yokai.ai. Vous allez nous expliquer, hein, mais je résume en bref, vous créez des images grâce, justement, à l'intelligence artificielle. En plateau, je suis avec Éric de Ritmaten, Yvan Rioufol, Gérard Leclerc et Thomas Goussard, et ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Antoine, je commence avec vous. Vous êtes étudiant en médecine et on vous a appelé pour ce débat justement sur l'intelligence artificielle, car vous, finalement, dans le cadre de vos études, vous l'utilisez, cette intelligence artificielle. Vous utilisez notamment l'application, la fameuse application ChatGPT. Expliquez-nous pourquoi est-ce qu'elle est devenue indispensable pour vous? Ah non, on a un petit problème de son, comme quoi la technologie, ça marche pas forcément. Ah, ça y est, ça y est. Voilà, prenez le mic. Okay. Je parlais dans le micro. Du coup, moi, j'ai commencé à l'utiliser en décembre de l'année dernière, je dirais. Et en fait, c'est vraiment un plus par rapport à un prof, je dirais, classique, puisque en fait, c'est un moteur de recherche qui est beaucoup plus efficace dans le sens où il répond de manière très efficace à peu près n'importe quelle question. Donc, en fait, c'est un gain de temps énorme sur les cours. Donc, moi qui suis étudiant en médecine, il y a des cours avec des notions quand même assez ardues, qui sont difficiles à appréhender. Et en fait, c'est un gain de temps énorme puisque à chaque fois que j'ai un blocage dans un cours, une notion que j'arrive pas à comprendre, je peux directement la poser à l'application en mettant un contexte avant si j'en ai envie. Par exemple, résumer l'explication en 10 phrases si j'ai envie d'avoir une explication concise. À l'inverse, je peux lui demander une explication plus détaillée, on va dire. Et je peux même demander, par exemple, de générer des QCM sur cette notion afin de pouvoir l'apprendre et de mieux la comprendre et l'appréhender. Mais donc, alors, en fait, par exemple, oui, mais est-ce que ça remplace carrément même un prof pour vous, ou c'est quand même un complément? Moi, ouais, je dirais que c'est un complément parce que, quand même, un prof, il y a une interaction qu'il n'y a pas avec une interface d'intelligence artificielle. Mais c'est sûr que c'est clairement, pour moi, c'est une révolution. C'est un gain de temps énorme sur n'importe quel cours. C'est notamment, en fait, un gain de temps pour le travail personnel, puisque quand on est chez soi en tant qu'étudiant, le prof ne répond pas forcément au mail s'il a laissé son mail, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais après, oui, je dirais que c'est complémentaire. Enfin, c'est quand même, je vais quand même en cours et ça me sert, on va dire, pour mon travail personnel. Et vous ne mettez jamais en doute les réponses. Vous vous dites c'est bon, c'est sûr, c'est vrai, c'est la vérité. Si j'ai posé cette question, ChatGPT me répond, c'est la bonne réponse. Alors non, il faut quand même garder un esprit critique par rapport à ça. En fait, ce qui se passe, que j'ai remarqué avec ChatGPT, c'est que la réponse est cohérente du moment que la question l'est. C'est-à-dire qu'il va partir du principe que la question mérite d'être posée et la question est vraie. Donc par exemple, vous pouvez faire le test, mais si vous demandez est-ce que les licornes existent, il va vous expliquer pourquoi elles existent. Parce qu'il part du principe que la question est cohérente. Donc il faut poser quand même des bonnes questions. Et évidemment, il peut se tromper. Hein. Il faut quand même garder un certain recul. Moi, je l'utilise à côté de mes cours pour comparer et avoir plus d'explications. Mais après, voilà, c'est toujours possible de se tromper. J'imagine que vous êtes nombreux à le faire. Hein, d'ailleurs, une petite question très pratique d'Éric de Ritmaten. Je voulais savoir si on assimilait de la même manière, parce que quand tout est mâché et tout est déjà pré-donné, c'est peut-être pas évident pour tout retenir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est justement pour ça qu'il faut savoir bien l'utiliser. À savoir que moi, par exemple, j'essaie d'abord de faire un travail de recherche sur le cours, de me poser des questions, et je m'en sers en dernière instance une fois que j'ai pas réussi à trouver la réponse ailleurs. D'accord. Mais je pense qu'il faut faire attention à effectivement pas directement poser la question dès qu'on comprend pas, parce que sinon forcément on retient moins bien. Gérard Leclerc, pour vous, Antoine.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même un souci dans la mesure où finalement c'est l'intelligence artificielle, c'est lui qui fait le travail que vous devriez faire. C'est-à-dire que c'est plus vous qui allez chercher les choses, c'est lui qui vous donne tout, y compris d'ailleurs la résolution des problèmes que vous pouvez avoir. Finalement, peut-être que vous auriez pu trouver cette résolution dans un livre aussi. Oui, ou en réfléchissant soi-même. Aussi. Oui, réfléchir soi-même, l'information, si je la connais pas, elle peut pas venir de moi-même. Après, dans un livre, c'est possible, mais en fait, c'est la même chose, c'est juste un gain de temps. C'est comme si on avait un livre directement en face de nous et que on avait un programme qui nous mettait directement à la bonne page, au bon endroit. Donc en fait, pour moi, c'est clairement un outil, c'est un gros plus. Une question d'Yvan Rioufol. ChatGPT a aussi malgré tout un biais idéologique parce que ChatGPT est programmé pour donner un certain nombre de réponses. Alors peut-être qu'en sciences cela ne se voit pas, mais cela peut se voir dans des sciences sociales par exemple. Est-ce que vous dites que vous faites usage de votre esprit critique, mais est-ce que vraiment vous êtes armé, enfin vous, en règle générale, est-ce que les étudiants seraient suffisamment armés pour contredire un ChatGPT qui serait formaté, dans le fond, dans l'idéologie de la Silicon Valley. Vous savez, avec une idéologie un peu conformiste. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Après, moi, comme je suis étudiant en médecine, la question se pose un peu moins, parce que les sciences, c'est quand même assez neutre. Donc finalement, c'est des questions biologiques qui sont vraies ou fausses. Après, effectivement, je pense que dans les sciences sociales, peut-être faire plus attention parce qu'il peut y avoir des biais, effectivement. Et bien justement, on va continuer d'en parler, de ces biais, de ces craintes, de ces interrogations que cela soulève. Merci pour votre témoignage, Antoine. On vous souhaite bon courage pour vos cours et bien sûr vos examens. Attention quand même à ChatGPT. Thomas Goussard, oui. Pourquoi on en parle beaucoup de l'intelligence artificielle? Ça fait des années qu'elle existe. Là, on a l'impression qu'en quelques mois, il y a quelque chose qui a explosé. C'est l'arrivée au grand public. ChatGPT a été lancé en novembre. Ils ont déjà 100 millions d'abonnés et ils viennent de lancer la version 4 en mars, depuis donc à peine 3 semaines. Et entre la version précédente et celle-là, elle a fait un bond qui fait que GPT-4 arrive quasiment au QI moyen d'un Français. Par rapport à la version d'avance, il a pris 10 points de QI. C'est dit de manière bizarre. C'est une évaluation, elle vaut ce qu'elle vaut, mais il a pris 10 points de QI quasiment en 3 mois. Ça veut dire que potentiellement, c'est... Oui, ça fait rire parce qu'on parle d'un ordinateur. Alors, on dit intelligence artificielle, c'est pas encore à ce stade-là, c'est plutôt du chatbot. Pour l'instant, c'est vraiment programmé pour répondre à des questions. L'intelligence artificielle, ça sera le pas d'après, mais ça progresse extrêmement vite. Et puis en même temps, là, ces dernières semaines, on a vu aussi beaucoup de petites applications d'intelligence artificielle pour fabriquer des images. Vous allez en parler tout à l'heure, notre invité. Et ces images, on les a vues beaucoup. Des images détournées, on va en voir quelques exemples. Par exemple, si vous avez vu le pape avec une énorme doudoune blanche, c'est faux. Il l'a jamais mise. On a vu Emmanuel Macron aussi détourné dans des manifestations. Donald Trump arrêté par la police. Exactement. Là, vous voyez le pape avec cette fameuse doudoune blanche. Ça fait beaucoup parler, beaucoup réagir. Ou Emmanuel Macron dans les manifestations. Oui, mais ça, c'est des montages. Je sais pas oui, mais justement. Si vous voulez, on avait voulu fabriquer cette photo-là. La semaine dernière, si j'avais voulu vous fabriquer cette photo-là en utilisant des logiciels comme Photoshop, vous pouvez y passer la journée à 2 ou 3 et arriver à ce résultat-là. Là, vous demandez à la machine de vous le faire et vous en faites 25 en 10 secondes. D'accord. Donc ça veut dire que pour ceux qui veulent fabriquer du fake, par exemple, une personne avec n'importe quelle de ces applications va vous fabriquer des centaines d'images en une journée au lieu d'une. D'accord. Sur ChatGPT aussi, c'est cette vitesse de calcul. En fait, souvenez-vous du progrès, quand on fauchait les champs de blé avec une faux, aujourd'hui une moissonneuse-batteuse. Là, c'est à peu près pareil au nombre de gens qu'il va falloir, mais sauf que ça sera du travail plutôt intellectuel pour un coût de 20 € par mois. Si je peux me permettre de poser une question, on va devoir vérifier. À Thomas Goussard. Vous tous, là, il va falloir vérifier ses sources. Le vrai problème, c'est que et les photos, les valider, les certifier, parce que des vraies photos, des fausses, comment on fera la différence? Alors aujourd'hui, on la voit. Si vous regardez un petit peu de près, vous allez voir que les mains sont jamais correctes. Il y a toujours un doigt en trop ou un doigt qui est pas dans le bon sens. Mais ça veut dire qu'à la vitesse où ça se développe, oui, le doigt en trop, finalement. Non, mais ça va être dans 2 ans, ou allez, dans 5 ans, vous pourrez demander à votre téléphone de vous fabriquer Avatar 3. Carrément le film en entier, avec le scénario, les dialogues et les images, à la vitesse à laquelle ça se développe. Oui, on pourrait tous applaudir, et moi le premier à ChatGPT, mais effectivement, tel que vous le décrivez, tel que l'on peut pressentir les instrumentalisations de ceci, cela peut donner effectivement un univers totalement mensonger, un univers de propagande, un univers de fake news qui serait avec un univers
totalement coupé du réel dans le fond avec une. On va en parler parce que je disais on est en ligne justement avec à la réalité. On est en ligne, on va en parler avec Olivier Zettler qui est cofondateur de Yokai.ai, donc qui crée justement ces images, pas forcément des fausses d'ailleurs, vous allez nous le dire, avec l'intelligence artificielle. Et nous sommes, je ne sais pas si on arrive déjà à être en ligne avec Laurent Serveny, qui est directeur de recherche et innovation du groupe Talent. Il conseille des entreprises en intelligence artificielle. Ah si, ça y est, je vous vois. Bonjour, Monsieur Serveny, merci d'être avec nous. Je pose juste une dernière question à Thomas Goussard, mais qui va lancer le débat d'ailleurs, parce que pourquoi on en parle aujourd'hui? Il y a eu 2 tribunes qui ont fait beaucoup parler ces derniers jours, l'une de Bill Gates et l'autre aujourd'hui emmenée, j'allais dire, par Elon Musk, mais il n'est pas le seul. Racontez-nous, Thomas. Oui, c'est en début de semaine, Bill Gates a publié une tribune de 7 pages où il dit tout ce qu'il pense de bien de l'intelligence artificielle et de ce que ça va apporter, mais aussi de tous les dangers et des risques que ça va provoquer. Elon Musk s'est un petit peu moqué de lui sur Twitter en disant de toute façon, Bill Gates n'a jamais rien compris à l'intelligence artificielle. Oui, le problème, c'est que le lendemain, il a lui-même signé une tribune avec d'autres. Alors, pour rappel, Elon Musk, c'est lui qui a fondé OpenAI, donc c'est la société qui développe ChatGPT, GPT-4 aujourd'hui. Il n'en fait plus partie, mais il développe de son côté, donc ils sont un peu en concurrence. Mais le patron de ChatGPT, Elon Musk et beaucoup d'autres, une centaine de personnes. Et des grands noms, cofondateurs d'Apple, Harari qui a écrit Sapiens, il y a des gros noms dans cette pétition. Et eux aussi, ils se disent, alors eux, ils disent qu'il faudrait peut-être faire une petite pause sur le développement parce que ça va très très vite et qu'il faudrait peut-être avant se poser les questions. Parce qu'on parle des fake news, mais il y a plein d'autres questions. Ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on autorise ChatGPT sur les téléphones quand on passe le bac en juin? Se poser la question avant. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut faire une petite pause parce que ça va très très vite. Lui, ils dénoncent les problèmes de manipulation, les problèmes pour notre démocratie. Ils disent qu'il y a besoin de temps pour s'adapter. Je résume évidemment. Et ils comparent l'intelligence artificielle, on va dire ChatGPT, appelons-la comme ça, à l'énergie ou même aux armes nucléaires. On dit qu'il faudra se poser les questions comme on l'a fait pour les armes nucléaires, notamment en termes de régulation. Alors Laurent Serveny, je vous pose la question, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Comment vous réagissez à cette tribune, cette pétition qui est parue, on va dire encore une fois pour simplifier les choses, emmenée par Elon Musk et qui dénonce les dangers de l'intelligence artificielle? Vous qui, justement, conseillez les entreprises en innovation et en intelligence artificielle. Bonjour, merci de me donner la parole. Je pense que, vous l'avez vu, il y a un emballement du débat autour de l'intelligence artificielle ces derniers mois, notamment grâce à la sortie de l'outil que vous avez évoqué, ChatGPT. Néanmoins, d'abord, l'intelligence artificielle, ça fait plus de 30 ans que ça existe et cycliquement, il y a des annonces qui annoncent la disparition de l'humanité quasiment à cause de l'IA. Dans les signataires de la pétition, puisque vous m'interrogez là-dessus, on voit bien qu'il y a aussi des enjeux économiques importants. Il y a des concurrents de OpenAI qui sont dedans, notamment Elon Musk qui a créé, mais qui n'y est plus, puisque Microsoft a une participation majoritaire maintenant dans OpenAI. Donc, on voit que d'une part, il y a des enjeux économiques qui sont très très importants. D'autre part, ce moratoire qui est demandé, il est de toute façon factuellement impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces outils, ils sont à la disposition de tout le monde et moyennant quelques compétences techniques, mais pas si élevées que ça, tout un chacun peut installer ces outils sur son ordinateur personnel et donc utiliser ces outils. Donc je ne vois pas comment on va empêcher la population mondiale d'utiliser des outils qui sont déjà à la disposition de tout le monde. Donc oui, déjà, ça ne sert à rien finalement ce moratoire. Après. Donc déjà, c'est factuellement impossible. Et dans ces signataires, il faut voir que vous avez d'autres personnes qui sont, par exemple, Yann Lequin, qui est quand même une des sommités en intelligence artificielle, qui a contribué depuis de nombreuses années à l'émergence de l'IA, souligne que dans le passé, on a aussi voulu couper l'accès, par exemple, au XVe siècle, on disait qu'il ne fallait pas que le livre soit l'imprimerie, permette d'éditer des livres. Donc vous voyez que l'accès au savoir, l'accès aux outils, ça arrive qu'on ait envie de la supprimer, mais ça n'est pas le bon moyen. C'est-à-dire que le bon moyen d'utiliser ces outils, c'est la formation, c'est d'apprendre aux gens à bien les utiliser, à bien les comprendre et à les maîtriser. Quand vous avez oui, mais il y a peut-être une autre... Pardon, je vous coupe, mais il y a peut-être une autre... Oui. Eux, ils parlent de moratoire aussi, peut-être pour permettre aux législations
de réguler, de mettre en place des choses. On le voit avec les réseaux sociaux. C'est maintenant qu'on voit les effets des réseaux sociaux, notamment sur les enfants, et qu'il commence à y avoir des lois, des règles, un peu de restrictions aussi. Est-ce que là, ces personnes qui ont signé cette pétition, qui sont quand même nettement concernées, parce que la plupart ont fondé des entreprises en intelligence artificielle, est-ce qu'ils n'alertent pas en disant attention, on a quand même un monstre, on a Frankenstein, il faut peut-être adapter les lois avant d'aller trop loin. C'est peut-être juste ça. Mais en fait, la législation par exemple, sur les fausses informations, sur vous voyez, les fake news qui occupent quand même le débat depuis une dizaine d'années, la législation, elle est pas liée à l'intelligence artificielle. Le fait qu'il y ait de fausses informations, des images manipulées, que sur les réseaux sociaux circulent des comptes qui véhiculent des informations malhonnêtes ou qui font de la désinformation, n'est pas lié à l'IA. Enfin, vous voyez, encore une fois, c'est la formation qui prime. Imaginez qu'en France, vous avez 9% des Français qui pensent que la Terre est plate. Et vous voyez bien que ce n'est pas lié à la technologie, c'est vraiment un besoin d'information qu'il y a avant tout. Alors, je voudrais avoir l'avis d'Olivier Zettler, qui est également avec nous par rapport à ce que vous avez dit et par rapport à la question initiale. Vous restez tous les deux en ligne, évidemment. Oui, bonjour. Alors, effectivement, il y a cette pétition qui a été signée par un certain nombre de personnalités renommées et concernées par les évolutions dans le domaine de l'IA. Moi, je me consacre professionnellement à ce domaine depuis maintenant 6 ans. Et c'est vrai que sur les 12 derniers mois, on a pu constater une accélération assez vertigineuse des percées scientifiques en la matière, donc aussi bien dans le domaine de ce qu'on appelle les LLM, donc les Large Language Models auxquels appartiennent GPT-3, GPT-4, ChatGPT, mais également dans ce qu'on appelle les modèles texte ou image, qui permettent de générer de toutes nouvelles images à partir d'un simple texte. Et c'est vrai que même parmi les experts internationaux qui suivent de près et très méticuleusement les nouvelles avancées, certains se disent très clairement incapables de suivre, parce qu'il y a comme un effet exponentiel dans les découvertes et dans les nouvelles possibilités. Et je pense que cette proposition de moratoire, qui me paraît être plus un effet de communication pour des raisons qu'on peut évidemment évoquer, je pense que c'est une manière de tirer quand même la sonnette d'alarme. Et ça me paraît tout à fait sain. Moi, pour être très clair avec vous, pas plus tard que l'été dernier, quotidiennement, je m'interrogeais pourquoi la presse ne s'était pas déjà massivement emparée du sujet, parce qu'on pouvait déjà voir des signes plus qu'avant-coureurs de là où on allait l'été dernier. Et c'est vrai que finalement, c'est les quelques photos fake qu'on a vues du pape, de Macron, de Donald Trump, qui ont fait émerger davantage le sujet. Mais effectivement, il y a une accélération de la recherche dans ce domaine qui donne le vertige. Ouais, et plus on y réfléchit, je finirai par ça, plus on y réfléchit, plus on se rend compte que le monde est en train de faire face à une espèce de boîte de Pandore. Et on a énormément de mal à prédire les implications sur nos sociétés. Ouais, et ce qui est fou, c'est que ce sont encore une fois les gens concernés, les créateurs finalement, ceux qui créent Frankenstein, qui critiquent, et l'alerte vient d'eux. Donc, alors beaucoup de questions en plateau. On va commencer Yvan Rieufol pour encore une fois soit Olivier Zettler, soit Laurent Servoni. Laurent Servoni en mettant en parallèle l'invention de l'imprimerie et ChatGPT. Dans l'invention de l'imprimerie a multiplié malgré tout les sources d'information en multipliant les livres. Ici, j'ai l'impression avec ChatGPT qu'au contraire, on monopolise une sorte de pensée unique avec un conformisme qui sera établi par donc, cette intelligence artificielle préprogrammée. Et moi, j'y vois le début d'un nouveau totalitarisme. Est-ce que c'est cette vision-là, c'est-à-dire d'une pensée unique, d'une pensée conforme? Par exemple, j'ai en mémoire, par exemple, l'interview qu'avait faite Sonia Mabrouk sur Europe 1, il n'y a pas tant que ça, pas longtemps, qui avait interviewé une intelligence artificielle et qui avait donné des réponses d'un conformisme accablant. Et donc est très dangereux. Et donc je me demande si nous ne sommes pas là face à un nouveau totalitarisme qui mériterait en effet plus que des réflexions. Alors je crois que vous êtes tous les deux à vouloir réagir. Laurent Servoni et Olivier Zettler, ça nécessiterait au moins 4 heures, une grande dissertation. Je vais vous demander une petite réponse courte et on reprendra juste après la pub notre débat. Laurent Servoni peut-être en premier ?
D'accord, merci. En fait, vous avez tout à fait raison sur le fait qu'il manque une information, notamment dans le ChatGPT, sur la manière dont l'entraînement a été fait, puisque, comme l'a expliqué mon collègue, il y a ce qu'on appelle les LLM sont entraînés sur des grandes quantités de données, mais il y a une composante humaine qui est ajoutée à la fin pour justement éviter qu'il y ait du sexisme, du racisme, de l'antisémitisme, etc. Et donc, il y a effectivement un risque que cette partie entraînement humain vienne modifier cet apprentissage sur des grandes quantités de données. Or, on n'a pas cette information. Et donc là aussi, dans OpenAI, il n'y a plus, dans Open, ça aurait dû être open source, mais ça ne l'est plus. À l'origine, c'était ce qui était visé. Et évidemment, la recherche doit être ouverte et ouverte au plus grand nombre. Et évidemment, si les entraînements sont fournis en open source, sont expliqués et sont accessibles à tous, on évite le genre de dérive que vous évitez, parce que vous avez raison, quand on met un outil à disposition des gens, si on ne sait pas comment l'outil a été créé, comment il a été entraîné, et donc que les résultats sont biaisés par l'être humain qui a introduit ce qu'il souhaite donner comme réponse, c'est effectivement un risque, mais qui se maîtrise, encore une fois, par l'ouverture de la conception, l'explication de la façon dont ça a été entraîné. Et il y a d'autres outils que ChatGPT. On parle beaucoup de celui-là parce que, comme ça a été dit, il y a un coût marketing qui a été très très fort, mais vous avez Llama, Lambda, Palm, d'autres outils des concurrents de OpenAI qui sont peut-être plus ouverts, Bard que va sortir Google, donc sur lesquels on peut espérer qu'il y ait une ouverture, parce que c'est l'ouverture qui permettra de comprendre comment cela fonctionne. Et pour avoir la dérive que vous évoquez. Et pour avoir la réponse d'Olivier Zettler sur ce sujet, je vous propose de faire un petit tease, donc de se retrouver juste après la pub dans quelques instants. Vous restez bien avec nous. On va continuer de parler évidemment des craintes que l'intelligence artificielle soulève. Et puis on parlera de l'eau aussi, de la sécheresse en France. Vous savez qu'Emmanuel Macron est en déplacement dans les Hautes-Alpes et a annoncé un plan de sobriété concernant tous les secteurs pour l'eau. On en parle juste après la pub. Restez bien avec nous sur CNews. La parole aux Français, on commence par le Flash Info avec Adrien Spiteri. Emmanuel Macron annonce un plan de sobriété sur l'eau. Il sera demandé à chaque secteur d'ici à l'été. Le chef de l'État veut également passer à 10% de réutilisation des eaux usées en France d'ici 2030. Emmanuel Macron est en déplacement à Savines-le-Lac dans les Hautes-Alpes aujourd'hui. L'assurance maladie prend des mesures face à l'augmentation de l'obésité chez les plus jeunes. Elle annonce la généralisation d'un suivi pour les enfants de 3 à 12 ans à risque ou en situation de surpoids. La crise du Covid-19 a aggravé la situation. Au total, 17% des 6-17 ans sont en surpoids en France. Et puis Paris s'inquiète après l'arrestation d'un journaliste américain en Russie. La France appelle Moscou à respecter la liberté de la presse. Il aurait été arrêté pour espionnage. De son côté, le Kremlin met en garde Washington contre toute forme de représailles. La parole aux Français. Je vous rappelle que si vous voulez témoigner ou nous apporter des vidéos, des images, n'hésitez pas, témoins au pluriel @cnews.fr. On reprend notre débat sur l'intelligence artificielle. Nous sommes toujours en ligne avec Laurent Cervoni, qui est directeur de recherche et innovation au groupe Talent, qui est un cabinet qui conseille des entreprises justement en innovation et intelligence artificielle. Olivier Zettler, cofondateur de Yokai.ai, qui crée des images avec l'intelligence artificielle. Yvan Rioufol, vous avez posé une question à tous les deux sur les craintes qu'on peut avoir qui sont soulevées par cette intelligence artificielle, qui sont relayées d'ailleurs dans une tribune signée notamment par Elon Musk et beaucoup de grands noms de la tech, de la Silicon Valley et de l'intelligence artificielle, sur voilà, tout ce que cette intelligence artificielle peut créer et peut avoir de monstrueux, notamment concernant notre démocratie. Olivier Zettler, on attendait votre réponse, votre point de vue. Je vous laisse vous exprimer. Oui, merci. Yvan Rioufol posait la question du conformisme des contenus qui pourraient être générés par ces intelligences artificielles. Et c'est effectivement une question très légitime. Je pense qu'il y a au moins 3 axes de réflexion avec lesquels on peut appréhender cette question. Le premier, c'est la question de l'originalité du contenu qui va être généré par cette intelligence artificielle. Cette IA, elle est entraînée sur un corpus de données. Elle va savoir apprendre le contenu de ce corpus de données de manière très détaillée et elle va avoir tendance à générer du contenu qui a du sens, mais qui sera une combinatoire, c'est-à-dire un mix de ce qu'elle a appris.
lui demander de générer quelque chose d'original qui n'est pas intrinsèquement présent dans le corpus de données initial, ça aujourd'hui, c'est pas établi que ça soit vraiment possible. Donc, Yvan Rioufol a tout à fait raison que l'IA aura tendance à recracher un mélange cohérent, en général, de ce qu'elle a déjà appris. Deuxième point, je pense qu'il est très important à garder en tête, et là je pense que même les plus grands chercheurs dans la matière font preuve de la plus grande humilité, c'est l'effet boîte noire. Donc les Américains parlent de black box effect. C'est que lorsqu'une IA va générer une prédiction, donc un contenu, un texte, une photo, une image, on ne sait pas aujourd'hui expliquer précisément qu'est-ce qui a mené cette IA à générer ce contenu-là précisément. Et lesquelles des données qui ont servi à l'entraînement ont précisément permis à aboutir à cette prédiction, à cette génération. Il y a beaucoup de recherches dans ce domaine, on parle d'explicabilité de l'IA, et c'est un sujet très complexe. Et peut-être enfin un troisième axe de réflexion, c'est que là, sur ce plateau, on est tous en train de commenter, et c'est tout à fait naturel, un état de l'art existant, la manière dont les choses fonctionnent aujourd'hui, ChatGPT, les outils qu'on a sous la main aujourd'hui. Mais ce qui est particulièrement unique dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle les choses avancent. Et la discussion qu'on est en train d'avoir aujourd'hui, je pense que sans aucun problème, il faudra absolument la tenir une nouvelle fois dans quelques mois, parce qu'il y aura des toutes nouvelles possibilités qui ont vu le jour et qui devront être intégrées dans le débat. On prend rendez-vous alors, la date est prise. Une question de Gérard Leclerc. Oui, alors, encore une fois pour Laurent Servonni ou Olivier Zettler. Oui, justement, je reviens sur ce que disait Laurent Servonni tout à l'heure en disant c'est impossible de toute façon d'arrêter aujourd'hui ce qui existe. On est bien d'accord. Mais la question, est-ce que c'est pas ce qui va arriver ? Il y a une progression, ça a été donné, une progression exponentielle donc de l'intelligence artificielle. Et comme le monde n'est pas un monde de bisounours, il y a quand même des vraies questions très inquiétantes qui peuvent se poser en termes de sécurité, en termes de désinformation, en termes de cyberattaque. Est-ce que sur toutes ces questions-là, effectivement, il ne serait peut-être pas utile que les gouvernements, les entreprises, les scientifiques se réunissent ? C'est une très bonne question, Gérard, Laurent vous avez raison, mais c'est déjà le cas. C'est-à-dire que vous avez un groupe en France qui travaille sur la confiance de l'intelligence artificielle, vous avez au niveau européen des groupes qui travaillent sur justement une sorte de normalisation, en tout cas de réflexion sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Il y a énormément de travaux autour de cela. Le problème est effectivement de trouver, comme on l'a fait d'ailleurs sur le RGPD au niveau de la gestion des données, un consensus qui ne soit pas au niveau d'un seul État, mais qui soit au niveau européen, par exemple, et c'est en train de se faire. Il va y avoir un acte européen autour de l'intelligence artificielle. Après, évidemment, est-ce que ces décisions, suggestions ou recommandations qui seront faites arriveront, comme le RGPD, à s'imposer dans d'autres pays? C'est moins évident, parce que tous les pays, il y a une course dans tous les pays du monde à l'intelligence artificielle. Donc c'est la difficulté de la généralisation de ce type de recommandations ou de suggestions. Mais finalement, on l'a vu avec le RGPD, c'est plutôt pas mal accepté et mis en œuvre, y compris par les entreprises nord-américaines quand elles doivent opérer sur le territoire européen. Donc vous avez raison que cette réflexion est importante, mais elle existe, elle est en cours, et elle permettra sans doute d'aboutir à des suggestions ou des recommandations qu'il faudra réussir à généraliser au-delà de l'Europe, bien évidemment. Voilà, une dernière question d'Éric de Ritmaten. Laurent Servonni, lorsqu'une entreprise Olivier Zettler, je vous rappelle. Lorsqu'une entreprise fait appel à vos services justement pour développer l'intelligence artificielle, est-ce que dans le fond elle se dit pas ça va me permettre d'alléger mon service juridique, mon service marketing, puisque comme tout sera préparé à l'avance, il y aura les réponses automatiques. Quel intérêt de garder de la main-d'œuvre derrière ? En fait, c'est des craintes pour l'emploi que vous avez. On sait que les traducteurs sont en cause. On en parlait avec Thomas Goussard, justement. Parce que maintenant, vous demandez à une intelligence artificielle de traduire un texte. C'est extrêmement rapide. Et certains emplois sont menacés. Alors, Olivier a donné déjà un élément de réponse. C'est que sur ces outils de génération de texte,
il travaille sur des modèles de probabilité. C'est-à-dire que quand il vous génère des textes, le mot qui vient est calculé sur le fait qu'il soit le plus probable. Donc finalement, les textes qui sont générés n'ont pas une fiabilité assurée. C'est basé sur des probabilités mathématiques. Donc il faut quand même des experts pour savoir, d'une part, poser les bonnes questions et vérifier les réponses. De même que vous, en tant que journaliste, quand vous diffusez une information, vous allez en vérifier les sources, vous allez passer du temps dessus, et donc vous avez un niveau d'expertise qui fait que ce n'est pas n'importe quelle information qui est publiée. Donc là, dans le travail que vous évoquez, il y aura toujours besoin d'experts. Vous savez, on annonce régulièrement... c'est le cas, je pense. Vous savez, on annonce régulièrement que l'IA va détruire des emplois. Récemment, il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours qui disait que l'intelligence artificielle va détruire 300 millions d'emplois. Si on remonte en 2019, IBM avait lancé une étude qui annonçait que en 3 ans, 120 millions d'emplois seraient détruits par l'intelligence artificielle. Dans la réalité, ça ne s'est pas produit. Vous n'avez pas eu 120 millions d'emplois de détruits. Donc en fait, l'IA est un outil complémentaire aux travaux que font les êtres humains. Ça continuera à être un outil qu'il faut évidemment utiliser de manière pertinente et intelligente. On a, nous, de notre côté, réalisé un exercice avec des collaborateurs de différentes entreprises il y a une dizaine de jours. On a formé, en une journée, on les a formés à ce type d'outils. Et sur les 3 jours qui ont suivi, ils ont utilisé ce type d'outils et ce qu'ils ont produit est assez extraordinaire. On va faire le retour d'expérience dans la presse, donc je serais ravi de venir vous le présenter dans quelques semaines. Donc on a montré qu'une fois les gens correctement formés à ces outils, ils arrivent à s'en servir pour produire des choses extraordinaires qu'ils ne pouvaient pas faire. Donc il faut garder des cerveaux humains, c'est ce que vous nous dites, quand même. Mais c'est indispensable. Merci beaucoup à tous les deux, Olivier Zettler et Laurent Servoni, nous avoir éclairé sur l'intelligence artificielle et bien sûr ses conséquences aussi et toutes les questions philosophiques, éthiques même qu'elle soulève. Merci beaucoup à Thomas Goussard. On va changer radicalement.